pied des montagnes de la province iranienne du Fars, au sud du pays, près de la petite ville de Kazeroun, le lac Parishan est l'unique étendue d'eau douce de la région. Dans cette région, tous les autres lacs sont salés. Le lac Parishan, miroir d'eau de quelques 50 hectares, est surnommé le lac des dieux. Cette partie de l'Iran bénéficie d'un microclimat qui en fait une véritable terre d'asile, aussi bien pour les oiseaux que pour les hommes. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs viennent prendre ici leur quartier d'hiver. Venus de toutes les régions d'Iran, mais aussi des lointaines régions de l'ancienne URSS, les pélicans et toute une faune de volatiles d'hiver viennent profiter de la douceur des températures. Classée parc national et très jalousement protégée par le ministère iranien de l'Environnement, la zone du lac Parishan est également un véritable laboratoire d'études et d'observation de toutes les migrations du pays, qu'il s'agisse des oiseaux ou des tribus nomades. La chasse et la pêche sont rigoureusement interdites. Les oiseaux migrateurs bénéficient non seulement d'une nourriture abondante, mais ils peuvent aussi pondre sans craindre pour leur nid ou leur progéniture. La région du lac Parishan est la terre d'élection des tribus nomades Hashrai qui viennent y passer l'hiver. Descendus des hauteurs des montagnes du Zagros, les nomades rejoignent les régions tempérées ou Garmsirat. Ils vont y séjourner environ 6 mois. Les Hashrai constituent la première ethnie nomade d'Iran. On en dénombre environ 30 000 qui descendent de leur quartier d'été pour rejoindre les contreforts des monts Zagros. Divisés en 3 tribus principales, les Dareshoui, les Farsidamon et les Kashkouli, ils se déplacent en emportant à dos de dromadaires tous les éléments de leur campement. Lourdes tentes, bâtis de tissage, ustensiles de teinte de la laine, matériel domestique. Les tribus sont précédées de leurs troupeaux. Elles se séparent en petits groupes familiaux qui ne se rejoindront que pour la prochaine grande migration de printemps ou à l'occasion d'un mariage. Organisés en conférences tribales, les Hashrai avaient au début du siècle un pouvoir régional considérable. Des tentatives de sédentarisation des familles furent lancées par Reza Shah Pahlavi en 1960. Elles connurent un certain succès, mais de nombreuses tribus ont tenu à garder leur indépendance et ont alors pris leur distance avec le pouvoir de l'époque. Une fois les dromadaires délestés de leur bât, ces derniers vont chercher leur nourriture parmi les maigres arbustes du désert. Pendant ce temps, les familles se regroupent et les campements s'organisent.
La laine des moutons est tondue. Elle permettra la confection des tapis kilim et gabé. Le tissage est l'affaire exclusive des femmes. Chaque famille possède un bâti de 3 mètres qui permet le tissage des tapis traditionnels Rashraï qui seront vendus aux grossistes de Shiraz ou de Téhéran avant d'être exportés dans le monde entier. La laine la moins belle est utilisée pour la fabrication de feutrines qui couvrira les parois de la tente ou le sol. Elle sert également à confectionner le kapalak, la veste traditionnelle des bergers. Étirée, malaxée, tassée, la feutrine offre une résistance étonnante au froid et au vent. Les campements, ou beilets, sont établis au pied de la montagne. Ils regroupent 3 ou 4 familles. Une tente spécifique sert de salle de classe. Les femmes de la tribu préparent les écheveaux de laine blanche qui seront teintés par la suite dans d'énormes chaudrons. Les ingrédients employés pour la teinte de la laine sont naturels. Poudre d'écorce d'arbre, poudre de noix, poudre de grenade. Les laines sèchent au soleil ou près des feux de bois. Les femmes Rashraï se transmettent de mère en fille l'art du tissage des tapis gabés. Ces pièces sont en général produites sur des métiers à tisser de petits formats, faciles à démonter et à transporter. Les motifs sont souvent très simples. Chaque femme se laisse aller à son inspiration pour la création et la composition des motifs. Les tentatives et les aides du gouvernement iranien n'étant pas parvenues à sédentariser les Rashraï, ces derniers vivent encore en relative autarcie. Les enfants sont scolarisés dès leur plus jeune âge. Les enseignants sont des membres de la tribu. Une association fondée il y a une trentaine d'années par un dignitaire Rashraï, M. Beyman Beghi, fait fonctionner encore aujourd'hui quelques 1400 écoles mobiles et un centre d'apprentissage. Les jeunes nomades y apprennent les techniques de leur artisanat traditionnel. Un haut comité pour les tribus nomades est à l'origine de la création d'autres écoles et d'un lycée pour les étudiants Rashraï. Les jeunes écoliers peuvent se rendre dans ce lycée situé à Shiraz. Les Rashraï se sont taillés une solide réputation comme étudiants dans les universités iraniennes. On compte chez eux de nombreux médecins, ingénieurs et architectes. Le nom Rashraï trouve son origine dans la géographie. Il vient de Rashdar, un lieu-dit à l'ouest de la montagne Salavan. De couleur vive, le costume des femmes Rashraï est composé d'un large pantalon recouvert de 6 à 7 jupons multicolores. Parfois, elles enserrent leur tête dans un petit chapeau tenu par un bandeau de couleur. Les tentes sont installées près d'un point d'eau.
Elles sont faites de poils de chèvre et enduites de brou de fumée. Chez les Hashrai, les repas sont en général préparés par les hommes. Brochettes de cabri ou d'agneau, accompagnées de riz ou de légumes. L'alcool est bien sûr prohibé. Les femmes, de leur côté, s'occupent uniquement de l'éducation des enfants et de la confection des tapis. En dépit des campagnes de contraception, le taux de natalité est très élevé. Les nomades savent bien que seul le nombre leur permettra de résister au déclin de leur ethnie. De nombreux médecins, issus des différentes tribus Hashrai, assurent un suivi médical. Diplômés des grandes universités du pays, ils consacrent souvent 2 mois par an à leur famille. Le cheptel des tribus Hashrai est composé exclusivement d'ovins et de caprins. Ils constituent leur unique richesse et les approvisionnent en lait, fromage, viande et laine. Aujourd'hui, les pâturages sont de plus en plus difficiles à trouver et il faut souvent parcourir des distances considérables pour assurer la nourriture du bétail. Les campagnes de vaccination sont assurées par les équipes du Haut Comité Hashrai qui se déplacent d'un campement à l'autre pendant l'hiver. Lorsque les points d'eau sont éloignés des campements, ce sont les femmes qui se chargent de l'approvisionnement en eau pendant que les hommes surveillent le troupeau et préparent le repas du soir. Chaque famille nomade possède ses propres bâtis de tapis qui la suivent à chaque migration. C'est souvent grâce au pécule amassé par le tissage de leur premier tapis que les jeunes filles Hashrai peuvent financer une partie de leurs études. Au cours de leurs déplacements saisonniers, d'un point d'eau et d'un versant de la montagne à l'autre,
Les Rashrai traversent d'anciennes cités royales abandonnées depuis des millénaires. Celle de Bishapur fut édifiée vers l'an 205 par le souverain Shapur Ier de la dynastie perse des Sassanides. Les ruines d'un ancien temple du feu y rappellent le passage des Zoroastriens. Chaque mur est percé d'une porte menant à un long couloir qui ceinture la grande salle. Un escalier monumental relie le temple au palais royal. Les murs de la salle principale mesurent plus de 15 mètres de hauteur. À l'ouest du temple se trouve un complexe palatin. On peut encore apercevoir les ruines de la forteresse construite sur le sommet qui interdisait tout passage à l'ennemi. À 30 km du lac Parishan, le gouvernement iranien a créé près d'une rivière une petite bourgade destinée aux tribus qui souhaitent se sédentariser. Dans les petites cours, les jeunes filles y perpétuent la tradition du tapis. Les tapis de gabé sont confectionnés avec la laine des moutons de la tribu. En général, les jeunes artisanes travaillent selon la méthode Zeni, c'est-à-dire à l'inspiration. Les couleurs utilisées couvrent une palette qui va du rouge clair au jaune, en passant par le bleu et différents gris. Les motifs des tapis gabés sont en général assez naïfs et représentent souvent des animaux. La légende orale, colportée par les tribus, prétend qu'il s'agit d'une lointaine réminiscence des animaux qui décoraient les couvertures des soldats de l'armée anglaise des Indes. Lors des mariages, ce sont encore les hommes qui préparent le repas. La nourriture des repas de noces est composée de ragoûts, brochettes, riz et pommes de terre. Les divers plats mijotent pendant des heures dans d'énormes chaudrons. Les hommes des tribus s'affrontent dans la danse des bâtons. Au milieu d'un large cercle constitué par les différents invités hommes, deux concurrents s'affrontent au son d'une musique stridente. Un joueur tient le bâton pendant que son opposant virevolte devant lui armé d'une badine.
Il essaie de toucher le bâton et de le faire tomber des mains de l'homme qui lui fait face. En cas d'échec, il est immédiatement remplacé par un autre concurrent. Les femmes assistent de loin à cette danse rituelle. Elles ne sont pas encore autorisées à se rapprocher des hommes. Lorsque le repas est prêt, les hommes se réunissent sous une tente et déjeunent entre eux. Ces repas de noces sont souvent l'occasion de retrouvailles entre membres d'une même famille dispersés au hasard des campements ou dans les petites maisons du village des Rachraïs sédentaires. Le marié donne le signal de la grande fête en attaquant la danse du mouchoir. De loin, les femmes donnent la réplique aux hommes. Ici, on parle la langue rache ou ancien turc, mais le farsi, la langue officielle de l'Iran, est connue de tous. Enfin, hommes et femmes se retrouvent et entament la séquence finale de la danse du mouchoir, la danse de la joie et de l'espoir. Et comme partout au monde, les enfants s'amusent entre eux. Tandis que les anciens fument le narguilé. Lors de cette belle journée de noces, 200 personnes de tribus différentes sont réunies pour célébrer une union, mais aussi pour perpétrer une des plus jolies coutumes Rachraï, celle des retrouvailles après des semaines de migration dans les montagnes du Fars. Le lac Parishan, lac des dieux, porte bien son nom. Sans cette enclave de 50 km², les milliers de pélicans et autres oiseaux migrateurs n'auraient pas de sanctuaire. Et les tribus nomades, telles que les Rachraï, ne pourraient prendre leur quartier d'hiver et se reposer pour quelques mois de leur perpétuelle pérégrination.